Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes maire évidemment du 7e arrondissement de Paris, députée européenne, ancienne garde des Sceaux et très proche de Jean-François Copé. Vous avez fait à ses côtés cette campagne, je disais, homérique, qui laissera des souvenirs, peut-être des cicatrices, on va en parler. Mais d'abord, on connaît votre relation difficile avec François Fillon. Quand vous voyez qu'il a perdu, lui considère qu'il n'a pas perdu, mais enfin, il a reconnu en tout cas la victoire de Jean-François Copé, il l'a accepté. Vous vous dites, j'ai un peu pris ma revanche là? Non, parce que vous le savez très bien, je fonctionne pas. Moi, je fonctionne ni sur l'amertume, ni sur la revanche, ni sur les grands. Jamais. C'est ce qui me vaut d'ailleurs beaucoup de polémiques, parce que les gens ne comprennent pas sur quoi je fonctionne. En tout cas, pas là-dessus. Voilà, je trouve que c'est. Je comprends, je l'ai dit, je comprends sa déception et une déception lourde. D'ailleurs, moi, je pense aussi que son entourage l'avait poussé à beaucoup de discours et à beaucoup d'actions. Peut-être qu'il n'a pas voulu lui-même, en le laissant croire qu'il pouvait gagner avec 80% en faisant une campagne totalement nationale, un peu coupée finalement des militants ou du terrain. La preuve, ça n'a pas payé. Donc là, effectivement, moi je voudrais saluer d'abord la mobilisation des militants, parce qu'on dit vraiment c'est tragique, c'est tragédie. Vous l'avez beaucoup dit tous, mais quand même, sur nos plateaux. Et quand même, forte mais mobilisation, l'image forte qui restera, vous le savez bien, oui, c'est pas celle, c'est celle-là aussi, mais pas seulement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, restons sur François Fillon, juste un instant. Moi, j'ai absolument, je l'avais dit sur votre plateau, j'ai aucun contentieux personnel avec lui. J'avais été un peu déçue que, venant se présenter là où j'étais élue, il ne m'ait jamais appelé à ce jour pour quelqu'un qui appelait au rassemblement. Donc voilà, mais dont acte. Il paraît que ça fait partie de la vie politique. Mais à ce point, quand on est considéré comme un homme d'État, ça ne se fait pas. Donc, voilà, donc là, vous ne dites pas, j'ai une petite revanche, parce que finalement, il n'est pas si bon, et finalement, il a raté son coup. Et... Non, mais il apparaît aussi peut-être sous son vrai jour. Moi, je vous disais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui a du mal à accepter quand ça ne va pas comme il veut. Puis c'est la première fois où il se présente vraiment en direct. Quand vous voyez sa vie parlementaire, il avait pris le fauteuil de quelqu'un d'autre. Il y a eu un des parlementaires qui était décédé. Ensuite, il est parti au Sénat parce que... Voilà, donc c'est la première fois où il avance à une élection à visage découvert, sur son nom et sa personne. Bon, voilà, ça n'a pas payé comme il croyait. Donc c'est un peu une satisfaction pour vous? Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la vie politique. Lui-même avait dit, c'est vrai que je le renvoie à ses propos, il avait dit que quel que soit le vainqueur, celui qui sortira des urnes, il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Nous aurons une obligation de nous rassembler. Il a toujours dit, je rassemblerai, et quel que soit le candidat qui sera élu, nous serons tous ensemble. Il n'en est pas là, je l'entends encore ce soir en disant... Il conteste encore un peu. Moi, je voudrais quand même dire à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, que comment ça s'est passé. Cette commission de contrôle des élections... Oui, il a déclaré que, dans le fond, il y avait beaucoup d'irrégularités et que là-dessus, il en restait convaincu. Non, mais que l'équipe de François Fillon et l'équipe de Jean-François Copé, quand la commission a présenté tous les PV sur lesquels ils se sont mis d'accord, y compris là où il y a eu quelques dysfonctionnements, parce que sur toute la France, c'est quoi, 3 bureaux de vote pour quelques problèmes sur certains bulletins. Voilà, tout le monde a été à l'unanimité. Les deux équipes ont accepté le résultat du scrutin. Donc aujourd'hui, mais moi je comprends, c'est pour ça qu'ils prennent quelques jours, parce qu'ils souhaitent retourner dans la Sarthe. Je pensais qu'ils étaient dans le 7e, se reposer, et puis peut-être ça ira mieux la semaine prochaine. Déjà, il a dit qu'il ne quittait pas l'UMP. Moi, je trouve que c'est respecter les militants. On a été élus en étant à l'UMP. On fait notre parcours politique grâce aux militants et aux sympathisants UMP. Donc on doit tout à l'UMP. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas pour des raisons plus personnelles qu'on doit à un moment donné trahir ses électeurs ou ses militants. Donc, apparemment, il a été relativement beau joueur, puisqu'il accepte. En tout cas, il fait pas durer le plaisir. Il dit pas, il conteste pas sur la longueur, il pourrit pas le climat, apparemment. Mais les résultats sont là. Non, mais Ruth El-Khrief, c'est marrant. Hein. C'est toujours le problème de légitimité. Hein. Quand c'est François Fillon, ça aurait été normal. Il aurait gagné avec 98 voix d'avance. On aurait dit, pourquoi vous contestez? Pourquoi vous n'êtes pas content? Nous, on aurait dit, bon, très bien, on a gagné, on appartient tous à la même famille politique. Et quand c'est Jean-François Copé, on a l'impression que... Non, ça c'est le procès que vous faites aux médias en permanence. Je ne fais pas aux médias, Ruth El-Khrief. Je dis simplement, arrêtez de dire qu'il ne conteste pas.
Jean-François Copé a été élu et il a tendu la main à tout le monde. Il l'a appelé. D'ailleurs, il n'avait pas été très gentil avec lui quand il l'a appelé. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, mais Jean-François, il est ouvert. Il dit ça fait partie. Ça s'est très mal passé entre eux. Ça s'est mal passé entre eux. Et puis c'est vrai que Jean-François lui a dit bon, faut prendre du temps, faut se calmer et les choses vont repartir d'un bon pied. C'est pas un problème. Il l'a très mal reçu au téléphone. Mais parce que mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Il pensait être élu et bien élu. Et ensuite, quand il y a eu, à un moment donné, quand le score était serré, il pensait quand même être élu. Ça n'est pas le cas. C'est pas un drame. Moi, j'ai toujours considéré que dans la vie politique, il faut intégrer l'échec. Mais il faut l'accepter. C'est comme dans la vie. Alors, c'est pas tragique. Il dit ce soir qu'il va, il ne quitte pas l'UMP, vous l'avez noté, et qu'il va mener un projet de redressement national le moment venu. Ça veut dire qu'il va être candidat en 2016 à la primaire. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Enfin, qu'il va peut-être créer un club de réflexion, une organisation. Mais s'il veut être candidat à la primaire pour l'élection présidentielle, où est le problème? Nous, on soutiendra les candidats aux primaires et on soutiendra le candidat qui aura été choisi par les militants. Il y aura peut-être moins de problèmes dans l'élection, dans l'organisation des élections. Mais attendez, c'est la première fois que l'UMP est confronté à un grand moment de démocratie. Et puis, je vais vous dire, on va quand même pas se plaindre. On est le premier parti de France à avoir autant de militants, beaucoup plus que les socialistes. Juste un mot sur François Fillon, avec une forte mobilisation. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les militants ont intégré la démocratie. Peut-être que les dirigeants l'ont moins intégré, ils ont été habitués à s'autodésigner, à se parler entre eux. C'est plus comme ça que ça se passe. Juste un mot, parce que Philippe Goujon, qui représente la Fédération de Paris, a dit qu'il y avait un besoin de Fillon, une envie de Fillon à Paris, vu le score, 58,5% des voix. Il y a un rassemblement de beaucoup de Parisiens autour de lui. Il peut être candidat à la mairie en 2014. Moi, je l'ai encore dit ce matin, on n'a jamais su. Il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Très clairement. Même quand il est devenu, en tout cas, il y en a qui venu comme député de Paris, c'est parce qu'il y avait eu un sondage qui était sorti sur la Sarthe où il était considéré battu. Il avait souhaité revenir pour des raisons aussi pratiques et familiales d'être à Paris. Il a souhaité une circonscription où il pouvait être sûr d'être élu. Bon, voilà, 58,5 à Paris, vous trouvez que ça peut permettre une candidature en 2014? Il n'a pas fait le meilleur score dans mon arrondissement. Le meilleur score a été fait dans le premier arrondissement ou dans le 8e, en tout cas pas là où il est élu. Donc maintenant, c'est à lui de réfléchir et de prendre ses responsabilités. Moi, je suis pour la démocratie, le débat et le choix des militants, que les militants choisissent. Comment Jean-François Copé va-t-il rassembler à présent? Ça s'annonce pas si facile. Je voudrais vous montrer juste une image cet après-midi qui a frappé tout le monde. À l'Assemblée nationale, il a fait une question très forte au Premier ministre. Mais apparemment, on va la regarder, il y a la moitié du groupe, enfin c'est ce qu'on voit, et certains députés applaudissent et pas d'autres. Qui applaudissent pas où? Allez, Monsieur le Président. Je sais pas, moi je vois pas les mêmes choses que vous, peut-être. Et les uns et les autres, si voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas bougé, qui sont restés assis, qui n'ont pas applaudi, qui ne sont pas levés. Qui ont applaudi. Enfin, bon, non. On va pas faire. Mais Jean-François Copé est aujourd'hui président du parti. Moi, j'aurais salué sa performance, qu'il était considéré comme battu. Et je le répète, on considérait que même sa candidature n'était pas pertinente parce que, de toute façon, c'était perdu d'avance. Bon, voilà. Ça ne sera pas trop difficile pour rassembler parce que voilà, on a l'impression qu'il y a deux partis dans le parti, deux clans. C'est un tempérament et c'est une personnalité qui ne fonctionne ni à la rancœur ni à la rancune et qui est très ouvert. Aujourd'hui, il a beaucoup reçu, il a appelé beaucoup de monde, il verra tout le monde. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, en 99, élection européenne, la liste qu'il conduit est loin derrière, y compris celle de Charles Pasqua. À peine 10 ans plus tard, il est plébiscité par sa famille politique et il est porté à l'Élysée. Voilà, ça c'est la vie politique. Non, mais dans son idée de rassemblement, il va appeler par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire. Enfin, il va leur proposer des postes, je veux dire. Ça s'est passé ce matin à la réunion de groupe. Mais c'est pas. D'ailleurs, c'était la différence entre l'équipe de François Fillon et la nôtre. Nous, on ne se répartissait pas du tout les postes. On faisait campagne, on y croyait, on aimait les militants, on aime les sympathisants, on aime la politique. On était sur le terrain. À aucun moment. Les autres se répartissaient les postes. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui dise on était en train de discuter. Jamais. À ce jour, d'ailleurs, jamais. Voilà. On est tous amenés à travailler. Quel poste aurez-vous ? Mais non, mais moi, j'ai rien demandé. Mais je demanderai rien. Moi, vous savez, jusqu'à maintenant, j'ai toujours soutenu ma famille politique et je me suis toujours engagée derrière les candidats et quels que soient les candidats. Alors, sur le fond, c'est quand même plus compliqué que ça parce qu'il y a par exemple Pierre Méhaignerie qui est un peu une figure centriste, évidemment. Il est plus député, mais
mais c'est une figure du centrisme qui a aujourd'hui annoncé qu'il quittait oui, mais c'était l'UMP. prévu. Non, c'était prévu. Pierre Méhaignerie avait dit, d'abord, il voulait quitter avant la présidentielle. Ensuite, c'était une discussion qu'il avait eue avec Nicolas Sarkozy. Finalement, il est resté, il a soutenu Nicolas Sarkozy. Il avait dit, je quitterai l'UMP après la présidentielle. Il faut savoir qu'il n'est plus élu et que la parlementaire qui a été investie à sa place et qui a été élue est avec nous. Donc, il y a une continuité. Sur le fond, quand même, on va l'écouter. Il était au micro d'Olivier Truchot sur BFM Story il y a quelques instants. Moi, je suis pour une opposition constructive. J'estime qu'il faut défendre la paix civile et la concorde et le rapprochement des minorités qui vivent en France et qui ont besoin de considération. Sur le plan des valeurs, je pense qu'il faut cet équilibre entre l'exigence d'efficacité, l'exigence de justice et le respect de la diversité des positions et des diversités culturelles. C'est une critique très claire. C'est une critique très claire de la ligne qu'a défendue Jean-François Copé pendant la campagne. Est-ce que Ruth Elkrieff, vous pouvez me permettre, j'ai entendu aussi d'autres... Que dit... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Méhaignerie. Moi, je l'ai mis dans une interview il n'y a pas longtemps et personne ne reprend parce qu'on prend toujours l'écume des choses. Si vous voulez nous dire qu'il y aura une alliance avec le Front National, mais c'est impossible, interdit, inacceptable. On n'est pas obligé de faire alliance, on peut reprendre des thèmes. Quand on dit droitière, ça veut dire extrême droitière. Sur quoi? Parce qu'on dénonce la montée du communautarisme. Vous avez vu l'actualité récente? Mais attendez, Madame Elkrieff, on se connaît depuis très longtemps et vous savez très bien qu'on parlait de ces sujets et nous, toutes les deux, on en a parlé depuis très longtemps parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. La montée des intégrismes, la montée du communautarisme. Comment on en parle? C'est ça la question. La réduction des inégalités. De quelle façon on en parle? Eh ben, de quelle façon on en parle? D'abord, on en parle comment? Pas en étant une caisse de résonance à des exaspérations. On entend les exaspérations et on dit on va vous trouver une solution. C'est pas en disant les mots que vous employez, on peut pas les accepter et circuler, il n'y a plus rien à voir. Moi, vous savez, j'ai vécu dans des endroits où il y avait des violences urbaine, où il y avait la montée des trafics de stupéfiants. On s'en occupait pas parce que je vais vous dire, la délinquance la plus sourde, la plus silencieuse, c'est les stupes et la toxicomanie. Il y en a eu partout. On disait que c'était une économie souterraine, elle n'est pas si souterraine. A été accusé de mettre un peu d'huile sur le feu, en parlant du pain au chocolat, en parlant de racisme anti-blanc, dans les mots, dans les expressions, dans les attitudes. Pourquoi pas en énonçant des problèmes que la société connaît. Parce que... le racisme anti-blanc, c'est pas un problème? Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Les énoncer, ça peut être une question. Alors, mais de quelle façon on en parle? C'est tout ce qui a été reproché à Jean-François Copé. On en parle pourquoi? C'était une campagne interne de parti. On parlait aux militants. Quand vous avez des militants qui vous parlent de ça, donc on dit, on a entendu ça, on le reprend et on dit, voilà, on n'est pas, c'est pas la guerre. Nous, on veut pas opposer les Français les uns aux autres. On dit, il y a ces difficultés. Nous, on souhaite. Moi, vous savez, je suis très attachée au sujet régalien, l'éducation, la sécurité, la justice, mais aussi qu'on ait enfin, pour la première fois, qu'on refonde notre politique d'intégration, qu'elle devienne plus républicaine, plus citoyenne. Voilà les solutions qu'on apporte. Je vous cite la réaction de Marine Le Pen aujourd'hui qui dit « Ce résultat va entraîner 4 années d'enfer. Copé va se retrouver confronté à l'incohérence qui est la sienne. Comment peut-on aller sur les thèmes du Front National et en même temps indiquer que c'est le diable ?» Mais on ne va pas sur les thèmes du Front National. On soulève des difficultés que connaissent les Français. Mais nous, on propose des solutions. Nous, on ne dit pas les immigrés dehors. On ne dit pas tout le monde en prison. On ne dit pas on sort de l'Europe. On quitte l'euro. Non, mais nous, on n'est pas sur le repli sur soi, bien au contraire. Sinon, je ne serais pas là, Madame Elkrieff, pour des tas d'autres raisons. Nous, on est pour une France ouverte, qui rayonne, qui soit solidaire. On veut que les gens soient reconnus pour leur mérite. Regardez l'équipe de Jean-François Copé. Pensez qu'il y a des héritiers là-dedans, qu'il y a des privilégiés. On vient d'où ? On vient justement de ces endroits-là où on a souffert, on a connu des difficultés. Je veux juste vous donner un exemple. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences conjugales. Moi, je suis mobilisée sur ce sujet depuis plus de 20 ans avec des associations importantes. J'ai proposé à Frédéric Thiriez, qui est président de la Ligue professionnelle de football, pour qu'on ait, parce que c'est un vecteur le football, j'aime le football et je sais très bien comment effectivement ça fonctionne. Nous allons faire 3 jours, d'ailleurs dans tous les stades, dans tous les matchs de Ligue 1, nous allons faire passer des spots, des témoignages de femmes battues. Voilà des sujets de terrain qu'on connaît et dont lesquels on ne fuit pas nos responsabilités. Une question sur la société, puisque François Hollande a dit ce soir qu'il reconnaissait la liberté de conscience des mères sur le mariage gay.
enfin sur le mariage pour tous. Comment est-ce que vous appréhendez cette question? Vous avez montré une certaine ouverture sur cette question. Non, mais le sujet... Est-ce que vous allez, du coup... Le sujet, d'abord, est-ce que vous considérez que c'est une ouverture sur cette question du président? Le premier constat, que le président de la République, pour un projet qui, soi-disant, lui tient à cœur, puisse dire, on va faire passer le texte. Les maires qui doivent respecter la loi. Si vous êtes élu, vous êtes censé respecter la loi. Sinon, vous n'êtes plus ni exemplaire. Ni... Il dit, non, mais je reconnais que si les maires ne veulent pas la respecter, ils peuvent le faire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas convaincu. Moi, ça, je suis choquée. Mais je serais aujourd'hui militant socialiste ou socialiste, je dirais, mais donc on a été trompés. On a été trompé. Donc François Hollande vraiment trompe, en tous les cas, son électorat. Nous, on ne souhaite pas. Pourquoi? Parce que le sujet du mariage c'est pas uniquement... Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on peut aussi l'interpréter comme une démarche d'apaisement et de reconnaissance de la différence, ou en tout cas de la liberté de conscience? Mais c'est comme le droit de vote des étrangers. Il dit, je vais être élu là-dessus, puis une fois élu, il dit, finalement... Comme dans ma famille politique, ça ne fait pas l'unanimité, finalement, je ne vais peut-être pas le faire. Ah ben, si c'est ça, respecter les Français, on ne peut pas être à ce niveau de l'État, prendre des engagements et ne pas faire ce qu'on dit. Donc c'est trop facile. En tous les cas, Nicolas Sarkozy, quand il a fait campagne, quand il avait son programme, il a toujours dit « j'aurai un mandat pour faire ce que j'ai promis ». Lui, aujourd'hui, il dit « il y a le mariage pour tous », je n'aime pas cette expression, et il dit « mais si vous ne voulez pas le célébrer, vous ne le célébrerez pas ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il n'est pas totalement convaincu. Vous irez manifester, vous, aux prochaines manifestations? Vous serez dans la rue? Non, mais attendez. Oui ou non? Non, mais d'abord, ça dépend comment ça se passe et avec qui on manifeste et sur quel sujet on manifeste. Donc pourquoi pas? Non, mais pourquoi sur le mariage gay, je veux dire. Non, mais arrêtez de saucissonner un sujet important de la société, des valeurs structurantes de la société. C'est pas le mariage qu'on isole. Le mariage, c'est pas consacrer l'amour. Le mariage, c'est fonder une famille. C'est la protection des enfants et du patrimoine. À l'origine, c'est ça. Donc, on voudrait modifier ça, qui est vraiment une valeur structurante de la société. Et à cela s'ajoute l'adoption et la procréation médicalement assistée. On n'a pas assez de temps, mais c'est quand même des sujets graves. C'est du sujet Vous demandiez un débat là-dessus, mais est-ce que vous irez manifester? Pourquoi pas? On demande un débat, pourquoi? Parce que vous savez, sur les lois sur la bioéthique, il y a des états généraux qui sont nécessaires, qui ont abouti à ces lois. Pourquoi il n'y en aurait pas sur ce sujet important et structurant de la société? Moi, je réclame un débat apaisé et serein et qu'on ne s'invective pas, c'est trop important. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la priorité des Français en ce moment. Regardez, on a perdu, la France a été dégradée. Je pense qu'il y a des sujets économiques beaucoup plus importants et plus graves pour les Français pour l'instant. Merci beaucoup, Rachida Dati. Restez avec nous dans un instant, le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face entre Olivier Faure et le socialiste et Franck Riester, l'UMP. À tout de suite.